Quand on parle de la bataille de Platée, il ne faut pas commencer par la plaine où les lances se sont croisées, mais par les décennies précédentes qui ont construit la tension entre le petit monde des cités grecques et l'immense empire perse. Au début du 5e siècle avant notre ère, l'empire achéménide, sous le commandement du roi Darius, s'était déjà étendu depuis les plaines de l'Asie centrale jusqu'aux côtes de la mer Égée. Pour les Perses, les cités grecques d'Asie mineure n'étaient que des provinces rebelles d'un vaste territoire, mais pour les Grecs, cela signifiait que leur culture était menacée par une force étrangère qui ne respectait pas leur indépendance. La révolte ionienne, qui eut lieu entre les années 499 et 494 avant notre ère, alluma la flamme de ce conflit. Les Athéniens et les habitants d'Érétrie soutinrent les révoltés, ce qui amena Darius à jurer vengeance contre tous ceux qui oseraient le défier. Ce serment marquerait le début de ce que l'on appela les guerres médiques. En l'an 490 avant notre ère, la première tentative perse de soumettre la Grèce atteignit les plages de Marathon avec une grande force. Là, un contingent beaucoup plus réduit d'hoplites athéniens affronta l'immensité de l'armée perse et, grâce à la stratégie et à la discipline, parvint à vaincre les envahisseurs. La victoire à Marathon ne sauva pas seulement Athènes, elle inspira aussi les Grecs à croire qu'avec du courage ils pouvaient résister à un empire vaste et apparemment invincible. Pourtant, la défaite perse ne fut pas la fin. Au contraire, elle fut le commencement de quelque chose de plus grand encore, car le fils de Darius, Xerxès, décida de revenir en Grèce avec une armée encore plus immense pour écraser toute résistance. Pendant 10 années, les Perses préparèrent cette seconde invasion, accumulant des ressources et des soldats venus de toutes les régions de l'Empire. Ainsi, en l'an 480 avant notre ère, la nouvelle invasion perse prit forme. L'armée de Xerxès traversa l'Hellespont et avança vers le cœur de la Grèce. C'est dans ce contexte que se déroulèrent les épisodes héroïques des Thermopyles et de Salamine. Aux Thermopyles, un petit contingent dirigé par le roi spartiate Léonidas résista courageusement à la horde perse, se sacrifiant pour gagner du temps et retarder l'avancée de l'ennemi. Malgré cette résistance, Athènes fut pillée et incendiée, et il semblait que rien ne pourrait stopper la progression perse. Cependant, la flotte grecque obtint une victoire décisive à Salamine, où les embarcations plus petites et plus maniables des Hellènes réussirent à tromper la flotte perse dans un détroit, causant une défaite dévastatrice pour Xerxès. Après cette défaite navale, Xerxès retourna en Asie, laissant derrière lui un important contingent de soldats sous le commandement de son général Mardonios. Et c'est à partir de ce moment que se forma le scénario de Platée. La Grèce, bien que dévastée, n'était pas vaincue. L'Empire perse gardait encore une énorme présence sur le continent, et les Grecs savaient qu'une bataille finale sur terre serait inévitable. Platée ne serait pas seulement un autre combat, mais bien l'affrontement qui définirait si la Grèce resterait libre ou si elle deviendrait une satrapie de plus sous domination perse. La tension de cette période ne peut être sous-estimée. Les cités étaient ruinées, le peuple vivait dans la peur et l'armée perse, même privée de son roi, restait puissante et bien équipée. Chaque citoyen grec avait conscience que cette bataille qui approchait ne concernait pas seulement le territoire, mais la survie même de la culture hellénique. L'orgueil, l'honneur et la liberté étaient en jeu, et cela fit de la préparation de Platée un moment d'union rare dans l'histoire de la Grèce. C'est ce contexte, ce socle émotionnel et historique, qui donne toute son importance à la bataille qui allait se dérouler en l'an 479 avant notre ère. Avec la victoire navale à Salamine, les Grecs obtinrent un répit inattendu, mais la terre gémissait encore sous les marques de la destruction. Athènes était anéantie, ses maisons étaient brûlées, ses temples réduits en cendres et ses champs piétinés par les chevaux perses. C'était comme si une plaie ouverte avait été laissée au cœur de l'Hellade. Le retrait de Xerxès ne signifiait pas la sécurité. Il signifiait seulement que l'ennemi avait laissé un bras armé en Grèce, dirigé par un homme expérimenté et cruel, Mardonios. Mardonios était rusé. Il savait que la force des Grecs venait de leur union momentanée, une union fragile, presque instinctive, car traditionnellement les cités-États vivaient en conflit les unes avec les autres. Son plan était simple et ingénieux, offrir des accords avantageux à certaines cités, en particulier à Athènes, dans le but de briser cette coalition. En même temps, il fortifiait ses positions dans la région de Béotie, choisissant Thèbes comme centre d'opération
puisque cette cité était alliée des Perses. Ils croyaient que s'ils parvenaient à séparer les Athéniens des Spartiates, ils pourraient les vaincre dans des batailles isolées. Pendant ce temps, le peuple grec vivait un cruel dilemme. La menace perse planait encore sur leurs terres, les récoltes étaient maigres et les ressources épuisées. Beaucoup d'hommes étaient morts aux Thermopyles, à Salamine, et dans les innombrables pillages. Chaque cité savait qu'une nouvelle défaite pourrait signifier la fin. Pourtant, quelque chose de plus fort que la peur commença à se répandre, le sentiment que cette bataille pourrait être la dernière chance de se défendre en tant que peuple libre. Athènes et Sparte, si différentes dans leur mode de vie et si méfiantes l'une de l'autre, comprirent que seules elles tomberaient une à une. Cette compréhension allait être décisive. C'est dans cette atmosphère tendue et incertaine que le Conseil des cités se réunit. Ils savaient que Mardonios construisait une armée puissante et qu'il attaquerait bientôt. La Grèce ne pouvait pas attendre que l'ennemi vienne à elle. Il fallait l'affronter de manière organisée. C'est ainsi que commença la formation de la grande armée panhellénique qui marcherait vers la Béotie pour un affrontement direct. Et ce chemin conduirait tous les Grecs vers un lieu qui resterait gravé dans l'histoire, la plaine de Platée. Mardonios demeura en Grèce avec environ 300 000 hommes, un nombre qui, bien que réduit par rapport à l'armée originelle de Xerxès, surpassait encore largement la somme des forces grecques. Le choix de Thèbes comme base n'était pas un hasard. Thèbes était une cité riche et stratégique, située au cœur de la Béotie, entourée de plaines qui facilitaient les déplacements de la cavalerie perse. De plus, Thèbes était alliée aux Perses et offrit un soutien logistique et politique à Mardonios, renforçant encore davantage la position perse en Grèce continentale. Avec cette base solide, Mardonios élabora un plan qui, selon les standards perses, paraissait simple et inévitable. Il croyait que la supériorité numérique, alliée à l'expérience de ses troupes et au soutien local, suffirait à soumettre toute résistance. Cependant, il savait que les Grecs possédaient un avantage qui s'était déjà révélé mortel, leur capacité à combattre comme une unité cohésive, même en infériorité numérique. Pour éviter que cela ne se reproduise, comme à Marathon et à Salamine, il décida de miser sur la diplomatie et sur la guerre psychologique avant de risquer une bataille en terrain ouvert. Mardonios envoya des messagers à plusieurs cités-États grecques avec des promesses séduisantes. Il offrit de l'or, des terres, des titres et une paix immédiate à toutes celles qui accepteraient de se soumettre au pouvoir perse. En particulier, il fit une proposition alléchante à Athènes, promettant de reconstruire la cité détruite, de rendre sa gloire aux Athéniens et de les transformer en alliés privilégiés au sein du vaste empire de Xerxès. L'idée était claire, briser la fragile alliance grecque en s'assurant qu'Athènes demeure neutre ou qu'elle se tourne même contre Sparte. Si cela se produisait, Mardonios pourrait affronter un ennemi affaibli et divisé, le vainquant cité après cité. La réaction d'Athènes, cependant, surprit le général perse. Bien que dévastés, les Athéniens rejetèrent toute offre de soumission. La mémoire de la destruction récente et l'humiliation d'une cité incendiée étaient plus fortes que n'importe quelle promesse d'or ou de reconstruction. Athènes déclara qu'elle préférait combattre jusqu'au bout plutôt que de s'incliner devant l'ennemi. Cette réponse enflamma encore davantage les esprits et consolida l'union entre les cités. Lorsque Mardonios comprit que la diplomatie avait échoué, il se prépara à une guerre totale, déterminé à écraser cette alliance par la force brute. Pendant ce temps, Sparte se mettait aussi en mouvement. L'armée la plus disciplinée de Grèce se mobilisait pour la campagne décisive. Pausanias, neveu de Léonidas, fut choisi comme commandant suprême de la force terrestre grecque. Le choix de ce chef portait une charge symbolique puissante. Il représentait la continuité de la résistance héroïque des Thermopyles. Les Spartiates marcheraient désormais non pas pour défendre un défilé étroit, mais pour combattre sur un champ ouvert où la phalange pourrait démontrer sa force face à l'infanterie perse. Ainsi, la décision était prise. La diplomatie était terminée. Le destin de la Grèce allait se jouer dans une seule bataille qui se rapprochait inexorablement. Dans la période qui précéda Platée, la Grèce connut un moment rare dans son histoire. La compréhension que, malgré leurs profondes différences, seule leur union et leur solidarité pouvaient leur permettre de résister à la puissance écrasante d'un empire étranger. L'idée d'unité entre les polais, les cités-États grecques, était presque une contradiction en soi, car ces cités avaient l'habitude de se combattre entre elles bien plus que de se battre contre des ennemis extérieurs.
Mais face à la menace perse, l'instinct de survie prit le dessus. Après les batailles de Marathon, des Thermopyles et de Salamine, la perception de la guerre changea. Les Grecs comprirent que, malgré des victoires isolées, le danger demeurait immense. La présence de Mardonios à Thèbes, renforcée par des troupes aguerries, signifiait que la guerre n'était pas encore gagnée. Avec Athènes en ruine et Sparte inquiète face à la menace, les dirigeants des cités décidèrent de convoquer une assemblée pour discuter de la marche à suivre. Cette rencontre marqua le renforcement de la Ligue hellénique, une coalition militaire qui unissait différentes cités sous un commandement unique pour assurer la défense commune. Étaient présents des représentants de Sparte, d'Athènes, de Corinthe, de Platée et d'autres cités plus petites. Le climat était tendu. Sparte était considérée comme la puissance militaire terrestre, mais les Athéniens avaient de prouver leur valeur sur mer. Corinthe craignait de perdre son influence commerciale et Platée, située près de Thèbes, savait qu'elle serait l'une des premières cibles en cas de défaite. L'accord conclu fut simple mais historique. Mettre de côté les rivalités, former une seule armée, combattre sous un commandement unifié et affronter les Perses dans une bataille décisive qui déterminerait l'avenir de la Grèce. Ce pacte apporta également un nouveau sens du devoir à chaque combattant. Il ne s'agissait plus seulement de défendre une cité ou un territoire particulier. Il s'agissait de défendre un mode de vie, une culture, une langue, un idéal de liberté qui les unissait. Ainsi, peu à peu, une armée panhellénique se constitua. Sparte fournit l'épine dorsale avec ses redoutables hoplites, Athènes apporta des contingents importants et une expérience en stratégie militaire, Corinthe contribua avec ses troupes, et Platée offrit non seulement des soldats, mais aussi le champ même où la bataille serait livrée. La marche de cette armée vers le nord fut un spectacle de courage et d'espérance. Chaque pas rapprochait ces hommes de l'affrontement final. L'idée qu'ils allaient affronter la plus grande puissance militaire du monde en terrain découvert était effrayante, mais elle nourrissait en même temps leur fierté et leur détermination. Pour la première fois depuis longtemps, les cités grecques étaient unies, et ce facteur psychologique serait aussi important que les armes qu'ils portaient. Bien que l'union des cités grecques fût un exploit impressionnant face à la menace perse, elle était loin d'être une alliance simple et harmonieuse. Chaque cité portait avec elle des siècles de méfiance, de rivalité et de fierté propre. Sparte et Athènes, en particulier, étaient comme deux pôles opposés qui ne se retrouvaient que par nécessité. Sparte, avec sa culture tournée vers la discipline militaire, la rigidité des coutumes et le mépris pour tout luxe, considérait les Athéniens comme fragiles et trop enclins au débat. Athènes, pour sa part, fière de sa démocratie et de son épanouissement culturel, jugeait les Spartiates trop rigides et hostiles à toute innovation. La guerre contre les Perses créa donc une cohabitation forcée entre deux modes de vie radicalement différents. Au sein des conseils militaires qui précédèrent Platée, les débats furent intenses. Les Athéniens insistaient sur des stratégies mettant à profit la mobilité et l'intelligence tactique, tandis que les Spartiates défendaient la formation solide des phalanges et la force brute de l'infanterie lourde. Cette divergence n'était pas seulement théorique, chacun voulait commander l'armée commune. Pour les Spartiates, il était impensable de combattre sous la bannière d'une autre cité. Pour les Athéniens, qui avaient sauvé la Grèce à Salamine, leur commandement semblait naturel. La décision fut cependant que Pausanias, neveu de Léonidas, prendrait le commandement général de l'infanterie, tandis que les Athéniens joueraient un rôle de premier plan dans la coordination des manœuvres et de la flotte, si elle devenait nécessaire. Les tensions s'étendaient aussi au-delà du commandement. On craignait des désertions. Beaucoup pensaient qu'au dernier moment, certaines cités pouvaient trahir la coalition en échange des promesses de Mardonios. Cette inquiétude était encore plus forte à l'égard de Thèbes, déjà ouvertement du côté perse, ainsi que de certaines petites cités qui, faute de puissance militaire, pouvaient céder à la tentation d'un accord garantissant leur survie. Ce climat de méfiance pesait sur tous et augmentait la pression des décisions stratégiques. Malgré ces rivalités et ces craintes, le consensus que cette bataille serait la dernière barrière contre la domination étrangère finit par maintenir l'alliance ferme. Beaucoup de soldats marchaient non seulement pour défendre leur territoire, mais aussi pour montrer que leur cité méritait le respect. Ce sentiment d'honneur partagé créa une sorte de fierté collective qui, malgré les divergences, devint une force invisible unissant l'armée panhellénique. Chaque homme savait que s'il reculait ou se divisait, il n'y aurait pas de seconde chance.
la Grèce cesserait d'exister en tant que nation libre. Ce mélange de rivalité et de nécessité de coopération donna un caractère très particulier à la bataille de Platée. Ce ne serait pas seulement un affrontement entre deux armées, ce serait une épreuve décisive pour savoir si les Grecs étaient capables d'agir comme un seul peuple, même si ce n'était que pour un court moment de leur histoire. Avec l'accord conclu, les cités grecques commencèrent à rassembler le meilleur de leurs forces pour affronter les Perses. Sparte amena ses hoplites, soldats d'élite entraînés depuis l'enfance à la guerre, équipés d'armures de bronze, de grands boucliers circulaires appelés oplons, de longues lances et de courtes épées. À leur côté, marchèrent des alliés tout aussi disciplinés, formant des rangées semblables à des murailles humaines. La formation de la phalange spartiate était redoutée dans toute la Grèce. Un mur de boucliers, des lances avancées, chaque homme couvrant le flanc de l'autre, se mouvant comme un seul corps. Athènes, bien que plus connue pour sa flotte, n'était pas en reste dans la préparation terrestre. Ces soldats étaient de courageux et motivés par le désir de vengeance pour la destruction de leur cité. Ils apportèrent un grand nombre d'hoplites bien équipés, prêts à combattre aux côtés des Spartiates. Corinthe, Platée et d'autres cités envoyèrent des renforts supplémentaires, ajoutant des milliers d'hommes qui formèrent une armée panhellénique qui, bien que numériquement inférieure aux Perses, était très bien organisée. Les Perses, quant à eux, comptaient sur une armée variée. Leurs forces rassemblèrent des peuples venus de tout l'Empire, Mèdes, Babyloniens, Égyptiens, Indiens, Scythes et bien d'autres encore. Chaque groupe apportait ses propres armes et méthodes de combat. Il y avait des archers habiles, des cavaliers expérimentés et une infanterie nombreuse. La stratégie perse traditionnelle consistait à épuiser l'ennemi par des pluies de flèches, puis à utiliser la mobilité de la cavalerie pour encercler et briser les lignes adverses. Cependant, lors des batailles précédentes, cette méthode s'était révélée moins efficace contre la formation compacte des hoplites. Conscients de cela, les Grecs se préparèrent à éviter toute ouverture dans leurs lignes. Ils savaient que dans un combat au corps à corps, l'avantage leur appartenait. La clé serait de résister à la pluie de flèches et d'empêcher la cavalerie perse d'avoir l'espace nécessaire pour manœuvrer. Pour cela, ils choisirent un terrain qui favorisait la défense, la plaine de Platée. Le terrain irrégulier avec des collines proches, des ruisseaux et des zones peu propices aux chevaux réduisait l'avantage perse en mobilité. En marchant, chaque soldat grec portait non seulement sa lance et son bouclier, mais aussi le poids de la responsabilité de combattre pour la liberté de toutes les lades. L'entraînement était quotidien, les généraux renforçaient la discipline et les stratèges planifiaient comment affronter un ennemi qui, même affaibli, conservait une force écrasante. La bataille qui approchait ne serait pas décidée par un seul mouvement. Ce serait une épreuve de résistance, de courage et d'organisation. Choisir Platée comme théâtre de la bataille finale n'était ni un hasard ni un caprice. La région de Platée, située en Béotie, avait une géographie qui favorisait bien davantage les Grecs que les Perses. La plaine, en apparence ouverte, était traversée par de petits ruisseaux et entourée de reliefs ondulés, ce qui réduisait considérablement l'efficacité de la cavalerie perse, considérée comme l'un des plus grands atouts de l'armée de Mardonios. En même temps, ces conditions permettaient aux Grecs d'organiser une ligne défensive solide, profitant de la protection naturelle du terrain pour installer une résistance impénétrable. Des collines proches pouvaient servir de voies de retraite organisées si cela devenait nécessaire, et la proximité des sources d'eau constituait une ressource stratégique importante. Pour les Grecs, le choix de Platée avait aussi une valeur symbolique et pratique. Platée s'était maintenue fidèle à la cause de la liberté hellénique depuis la première invasion perse et était déjà considérée comme un bastion de résistance. La cité, relativement petite mais stratégiquement située, accepta d'être le point de ralliement et la ligne de défense des forces grecques. C'est là qu'ils se sentiraient en terre amie, avec le soutien de la population locale, tandis que pour les Perses, il s'agissait d'une terre hostile. Un autre détail important était que la position des armées se trouvait relativement proche de Thébès, cité qui soutenait ouvertement les Perses. Pour Mardonios, cela signifiait un soutien logistique et des ravitaillements facilités. Pour les Grecs, c'était un rappel constant qu'ils combattaient pratiquement dans la cour d'un ennemi intérieur. Cette proximité augmentait la pression psychologique et poussait chaque soldat à prouver sa valeur sous les regards, à la fois des amis et des traîtres. L'arrivée de l'armée grecque dans la région fut un événement marquant. Des hommes venus de différentes parties de l'Hellade
se rangèrent en longue ligne, chaque cité occupant un secteur particulier. Les Spartiates, comme à l'accoutumée, prirent place au centre de la formation, là où l'impact du combat serait le plus intense. Les Athéniens occupèrent un flanc et les contingents des autres cités complétèrent la ligne. Au total, il y avait environ 40 000 hoplites et des dizaines de milliers d'auxiliaires. En nombre total, même avec leurs alliés, les Grecs restaient désavantagés face aux forces perses, mais ils savaient que le choix du terrain constituait leur grande force. L'armée perse, en arrivant à Platée, s'installa de l'autre côté de la plaine. Ils savaient que plus le temps passait, plus il devenait difficile de maintenir le moral de leurs troupes étrangères, qui n'avaient pas la même motivation que les Hellènes pour combattre en territoire grec. Mardonios, confiant dans sa supériorité numérique, pensait pouvoir pousser les Grecs à attaquer les premiers. Ainsi, pendant de nombreux jours, les deux armées ne firent que s'observer, sans qu'aucune n'ose franchir le pas. C'était un duel de patience et de stratégie avant que la première lance ne soit jetée. Dans les premiers jours à Platée, la tension grandit comme une corde tendue, prête à se rompre. Les deux armées savaient que le moindre faux pas pouvait signifier la défaite. Aucun commandant n'était disposé à risquer une attaque précipitée. Le résultat fut une impasse prolongée, où Grecs et Perses s'observaient mutuellement, tandis que la chaleur de l'été brûlait la plaine et que la rareté de l'eau devenait un problème pour tous. Mardonios, confiant dans son avantage numérique, tenta d'attirer les Grecs dans une attaque frontale en terrain découvert, où sa cavalerie pourrait être décisive. Pour cela, il envoyait constamment de petites unités provoquer les Hellènes, lançant des flèches, simulant des avancées et de rapides reculs. Mais Pausanias, conscient de ce stratagème, maintint son armée disciplinée et immobile, attendant le bon moment pour agir. Il savait que la force des Grecs résidait dans leur défense compacte, non dans une course précipitée vers la mort. Les Grecs, de leur côté, souffraient de la pression psychologique de cette attente. La faim et la soif commencèrent à ronger le moral des troupes. Les sources d'eau les plus proches étaient sous la surveillance de la cavalerie perse, qui lançait sans cesse des attaques rapides pour couper l'approvisionnement. Cette situation obligea le conseil grec à prendre une décision risquée, réorganiser ses positions afin d'atteindre de nuit des points d'eau plus sûrs, avant que le manque n'affaiblisse encore davantage leurs forces. Pendant ce temps, dans le camp perse, la confiance commençait également à s'effriter. Beaucoup de soldats étrangers étaient loin de leur terre et ne comprenaient pas pourquoi le combat ne commençait pas. Certains peuples alliés des Perses combattaient plus par obligation que par loyauté, et l'attente prolongée ne faisait qu'augmenter le sentiment de lassitude et d'incertitude. Cette phase de la bataille fut marquée par une guerre invisible, faite de nerfs, de patience et de résistance psychologique. Chaque jour sans combat augmentait la tension, comme si le champ de bataille lui-même se préparait à une explosion inévitable. À mesure que les jours se transformaient en semaines sur la plaine de Platée, la guerre cessa d'être seulement une affaire de lances et de boucliers pour devenir aussi une lutte d'endurance physique et de ravitaillement. Grecs et Perses commencèrent à ressentir le poids de la logistique dans un champ où chaque ressource devenait vitale. C'était comme si la terre elle-même conspirait contre les deux armées, les mettant à l'épreuve avant l'affrontement final. La chaleur de l'été rendait tout plus épuisant. L'eau, élément essentiel pour maintenir les troupes en vie, manquait, et les sources les plus proches étaient sous la menace constante des attaques de la cavalerie perse. Mardonios savait que couper l'approvisionnement en eau et en nourriture était une arme puissante, et il utilisait ses cavaliers comme des serpents rapides, avançant et se repliant pour empêcher les Grecs de se ravitailler. À plusieurs reprises, de petits groupes grecs envoyés chercher des provisions furent encerclés et tués. Cela commença à miner la résistance physique des troupes helléniques et à mettre en danger la cohésion de l'armée. Pour les Perses, cependant, la situation n'était guère meilleure. Bien qu'ils se soient installés dans une région proche de Thèbes, où ils pouvaient recevoir de l'aide, maintenir un contingent aussi immense représentait un défi quotidien. La taille colossale de l'armée perse exigeait une quantité presque inimaginable de nourriture et d'eau. Même avec des lignes de ravitaillement, chaque jour sans bataille décisive rendait les ressources plus rares et augmentait le risque de désertion parmi les troupes alliées, qui ne partageaient pas la même motivation que les Grecs. La discipline perse, fondée davantage sur l'autorité du commandant que sur un lien d'honneur collectif, commençait à montrer des signes de faiblesse. Dans le camp grec, la faim était un visiteur constant. Les rations étaient strictement limitées.
L'odeur de sueur, de cuir et de métal se mêlait à la fatigue qui pesait dans l'air. Chaque soldat savait qu'il ne pourrait pas se battre au maximum de ses forces si la situation perdurait. Du côté perse, malgré plus de ressources au départ, la diversité des peuples sous le commandement de Mardonios compliquait l'organisation et créait des tensions internes. Certains soldats venus de terres très lointaines commençaient à se demander pourquoi ils risquèrent leur vie dans une contrée qui n'était pas la leur. Ce tableau créa une atmosphère insupportable, où la moindre étincelle pouvait se transformer en incendie. La bataille de Platée ne commença pas avec le son des trompettes, mais avec une lente usure, une corrosion invisible de la résistance mentale et physique des deux camps. Chaque nuit, en regardant les feux ennemis de l'autre côté de la plaine, Grecs et Perses savaient qu'ils s'affaiblissaient et que le combat final approchait comme une tempête inévitable. À un certain moment, la situation devint intenable. La rareté de l'eau et des vivres mettait en péril la survie des troupes grecques, et rester immobile revenait à attendre la mort. Pausanias et les commandants helléniques décidèrent qu'il était temps de bouger, mais ils savaient que tout déplacement en plein jour serait une invitation au massacre par la cavalerie perse. Ainsi, une manœuvre risquée fut planifiée. Pendant la nuit, l'armée se repositionnerait silencieusement pour atteindre une zone plus proche des sources d'eau et plus favorable à la défense. Dans l'obscurité, les phalanges commencèrent à avancer en silence, guidées par la lumière des étoiles. C'était un déplacement lent et tendu, car le moindre bruit pouvait révéler la manœuvre aux Perses. L'intention n'était pas d'abandonner le champ de bataille, mais de réorganiser les lignes dans une position plus avantageuse. Cependant, comme dans toute action nocturne, il y eut de la confusion. Certaines unités se séparèrent du groupe principal, d'autres avancèrent plus qu'elles ne devaient. À l'aube, une partie de l'armée grecque était en place, mais une autre se déplaçait encore, créant une impression dangereuse de désordre et de faiblesse. Mardonios, en percevant ce mouvement, l'interpréta comme une retraite, une fuite désespérée. Convaincu que les Grecs s'effondraient, il décida que c'était l'occasion qui l'attendait. Sans hésiter, il ordonna une attaque immédiate, sûr de surprendre l'ennemi en déroute et de l'écraser avant qu'il ne se réorganise. L'aube sur la plaine de Platée fut un moment de chaos. Les tambours perses commencèrent à résonner, et une vague de soldats se lança contre les positions grecques. Les archers tirèrent une pluie dense de flèches, tandis que la cavalerie avançait pour couper les lignes. Pour les Grecs encore en mouvement, ce fut un choc brutal. La bataille commençait, non dans un scénario préparé, mais au milieu du chaos, forçant chaque soldat à trouver sa place et à lutter pour sa survie. Cette première offensive perse transforma le matin en un spectacle désespéré. Beaucoup de Grecs furent pris par surprise, mais la discipline héritée d'années d'entraînement fit que, peu à peu, les lignes se réorganisèrent. Ce qui ressemblait à une retraite se transforma en quelques minutes en un mur de boucliers qui commença à absorber l'impact de l'assaut perse. La bataille de Platée avait commencé de manière explosive et inattendue, et dès lors chaque mètre du champ deviendrait le théâtre de la résistance et de l'héroïsme. Le matin qui se leva sur la plaine de Platée était chargé de tensions et de poussière soulevées par les chevaux perses. L'assaut soudain de Mardonios, motivé par la fausse perception que les Grecs étaient en fuite, lança l'immense armée perse comme une vague se brisant avec violence contre un rocher. Les premiers instants furent confus. Les lignes grecques se consolidaient encore. Certaines unités étaient dispersées et il existait des brèches dangereuses dans la formation. Mais ce chaos apparent, que Mardonios pensait être une opportunité, se révéla un piège qui allait mettre à l'épreuve la véritable essence de la phalange hellénique. Les Perses attaquèrent en masse, les archers déchaînant une tempête de flèches qui obscurcissait le ciel et la cavalerie pressant pour rompre les flancs. Au centre, l'infanterie perse avançait à vive allure, avec des cris de guerre qui résonnaient sur la plaine. Cependant, le sol irrégulier et les petits obstacles naturels commencèrent à gêner la mobilité des forces montées. La formation dispersée, d'abord fragile, se reconstitua rapidement guidée par la discipline presque instinctive des hoplites. Chaque homme savait que l'unique chemin vers la survie consistait à se regrouper, coller son bouclier à celui du compagnon et avancer comme une unique muraille vivante. La ligne spartiate, même attaquée par surprise, fit preuve d'une fermeté impressionnante. Avec Pausanias en tête, les hoplites tinrent la position, supportant la pluie de flèches et les premiers chocs au corps à corps. Chaque poussée perse
étaient contenus par des lances projetées vers l'avant comme les dents d'un animal féroce. En voyant la ligne centrale se redresser, les Athéniens du flanc droit se hâtèrent de compléter la formation et d'empêcher la fermeture de l'encerclement. Ce renfort permit aux Grecs de respirer et d'empêcher que l'avantage numérique perse ne se transforme en écrasement immédiat. Du côté perse, la confiance initiale se transforma en impatience. L'attente de trouver un ennemi en fuite ne se concrétisa pas. Ce qui semblait une armée désorganisée commença à se raffermir à chaque instant, et les attaques rapides qui devaient être fatales furent freinées par un mur de bronze. Le bruit des boucliers qui s'entrechoquaient, le choc des lances contre les cuirasses et le rugissement collectif des hoplites transformèrent le champ en un enfer de fracas et de poussière. Ce fut à cet instant que la bataille prit sa véritable forme. Le combat cessa d'être une attaque opportuniste pour devenir une lutte directe au corps à corps où chaque centimètre de terrain se gagnait au prix du sang. Mardonios, comprenant qu'il ne briserait pas les lignes immédiatement, commença à diriger de plus en plus de troupes vers les points où la formation grecque paraissait la plus vulnérable, espérant qu'une pression continue finirait par rompre la cohésion adverse. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce type de combat était précisément celui où les Grecs excellaient. La patience de Pausanias, qui avait attendu le moment juste, portait ses fruits. Désormais, au lieu d'une retraite désordonnée, l'armée panhellénique était consolidée, prête à absorber l'impact et à répondre à l'instant exact. Le combat à Platée devint une épreuve d'endurance. La pression initiale des Perses fut dévastatrice, mais elle ne parvint pas à briser les lignes helléniques. Au contraire, à chaque minute, la résistance des hoplites paraissait plus solide. Les Spartiates, conduits par Pausanias, se maintenaient comme une muraille infranchissable, leurs lances formant une barrière de fer, et leurs boucliers s'appuyant les uns sur les autres, comme les briques d'une forteresse. Les archers perses, constatant l'inefficacité de leurs tirs contre les fils compacts, intensifièrent la pluie de flèches, mais la combinaison d'armures et de lourds boucliers en atténuait les effets. La cavalerie, qui constituait le plus grand atout perse, se heurtait au terrain et ne parvenait pas à réaliser de larges manœuvres permettant de contourner les phalanges. Peu à peu, la confiance perse commença à s'éroder. Pendant ce temps, les Grecs avançaient lentement, repoussant l'ennemi centimètre après centimètre. Chaque pas en avant se gagnait au milieu du vacarme assourdissant du métal contre le métal et des cris des blessés. L'effort était surhumain. Les hoplites combattaient non seulement avec leur corps, mais avec l'idée que s'ils tombaient, toute la Grèce tomberait avec eux. Ce sens de responsabilité collective fut la flamme qui alimenta la résistance jusqu'à l'apparition d'une ouverture. Elle survint. Au cœur du chaos, une partie de l'armée perse tenta une attaque plus agressive au centre, mais s'étira trop loin, créant une brèche dans ses propres lignes. Pausanias, attentif, perçut l'erreur. D'un commandement ferme, il ordonna un assaut concentré sur ce point. La phalange spartiate poussa avec force, se lançant contre les Perses qui avaient trop avancé. Ce mouvement transforma la défense en attaque et déstabilisa toute la ligne perse. L'impact de ce contre-attaque fut dévastateur. Les Perses, pris à contre-pied, reculèrent en désordre. L'effet psychologique fut immédiat. Pour la première fois, les forces perses montrèrent des signes clairs de faiblesse. Cet instant de bascule raviva la confiance des Grecs, qui avancèrent davantage, accompagnés de cris de guerre qui résonnèrent sur toute la plaine. Le martèlement des lances sur les boucliers se mêlait à une clameur, semblant surgir de siècles de résistance. La bataille de Platée cessait d'être seulement une question de survie et commençait à devenir une victoire possible. Mais le combat était loin d'être terminé. L'étape suivante serait plus décisive encore, car, au milieu du tumulte, un événement allait changer à jamais le destin de ce matin. La progression graduelle des Grecs transforma la plaine de Platée en un théâtre de résistance farouche, mais ce fut la mort de Mardonios qui déclencha le renversement définitif du combat. Pendant des heures, les deux armées restèrent en choc, les Perses tentant de rompre la formation hellénique et les Grecs répondant par la discipline et la force. Pausanias conserva son calme, même quand les lignes spartiates furent poussées à leurs limites. Puis, lors d'un de ces affrontements directs au centre, un coup précis atteignit le commandant perse. Des sources anciennes rapportent que Mardonios combattait à cheval, protégeant sa ligne en personne et exhortant ses hommes à maintenir l'attaque. Avec la formation perse trop étirée dans sa tentative de briser la ligne spartiate,
un groupe d'hoplites parvint à s'approcher suffisamment. En un moment d'inattention, une lance lancée atteignit le cheval de Mardonios et le renversa. Dans la mêlée, il fut encerclé et tué au milieu de la poussière et du vacarme du combat. Cette mort, quoique brève, eut un effet dévastateur sur le moral des troupes perses. Avec la chute de Mardonios, la structure de commandement perse s'effondra. Jusqu'alors, malgré l'usure, les soldats combattaient sous des ordres clairs, portés par une figure de commandement qui maintenait l'organisation. En comprenant que leur chef était mort, la confiance s'évapora. La confusion se propagea rapidement. Les unités commencèrent à reculer dans des directions différentes, et la pression qui paraissait insupportable pour les Grecs se transforma en une brèche ouverte pour le contre-attaque. La vision de la mort du général produisit l'effet inverse chez les Grecs. Le moral des hoplites s'éleva comme si une flamme s'était ranimée. Ils savaient que c'était l'instant qu'ils attendaient, l'occasion de repousser l'ennemi affaibli. Sur l'ordre de Pausanias, un vaste mouvement en avant fut déclenché. La phalange spartiate se mit en marche comme une muraille, refermant chaque espace, tandis que les Athéniens et les contingents alliés pressaient sur les flancs. Pour les Perses, la situation tourna au cauchemar. Privé d'un commandement unifié, chaque contingent étranger se mit à combattre pour son propre compte, tentant de se réorganiser ou de fuir. La discipline des troupes grecques tranchait violemment avec le chaos perse. La plaine, qui quelques instants plus tôt semblait équilibrée, se transformait désormais en une fuite désespérée sur plusieurs fronts. Cet instant marque la transition de la bataille vers un massacre. La mort de Mardonios n'ôta pas seulement l'intelligence stratégique perse, elle détruisit aussi le moral et ouvrit la voie à la victoire hellénique. Pourtant, le combat devait encore connaître un dernier chapitre sanglant avant que le silence ne retombe sur Platée. Après la mort de Mardonios, ce qui restait d'organisation dans l'armée perse se désagrégea rapidement. Les forces qui tentaient encore de résister furent repoussées en arrière, et bientôt, la priorité ne fut plus d'attaquer, mais de survivre. La fuite de masse commença. Des hommes venus de diverses nations, qui jusque-là combattaient sous la bannière perse, coururent vers le camp dans l'espoir de se protéger ou de trouver une voie de retraite. Les Grecs, voyant le désordre de l'ennemi, ne laissèrent pas passer l'occasion. Au lieu de simplement les maintenir à distance, ils avancèrent comme une vague. À chaque pas, les phalanges brisaient la résistance et poussaient l'ennemi jusque dans son propre camp fortifié. La pression fut si intense que les Perses n'eurent pas le temps de réorganiser leurs défenses internes. En peu de temps, les lignes helléniques atteignirent les palissades qui entouraient le camp perse. L'assaut contre le camp fut brutal. Les Grecs, animés par la fureur accumulée au fil des années de guerre, franchirent les défenses improvisées. Ce fut un combat sous chaque tente, au milieu du chaos absolu. Les Perses qui tentèrent de résister furent tués, et ceux qui ne purent fuir furent capturés ou abattus. C'était comme si toute la violence et la douleur causées par les invasions perses étaient rendues en cet instant. Certains contingents perses, en particulier les plus lointains et les moins engagés dans la cause, profitèrent de la confusion pour s'échapper à travers les champs, mais la majorité n'eut pas cette chance. Ce qui avait été considéré comme l'une des plus grandes forces terrestres du monde antique fut réduit à une armée en fuite, dispersée et vaincue. Les pertes furent immenses, et le nombre de morts dépassa de loin toute attente initiale. Quand le soleil finit par se coucher, la plaine de Platée était couverte de corps. Le silence régna à nouveau sur le champ, seulement brisé par les cris isolés de ceux qui cherchaient encore de l'aide parmi les blessés. Pour les Grecs, c'était une victoire totale. Pour les Perses, c'était la fin définitive de leur ambition de conquérir la Grèce par la terre. Platée s'était transformée en tombeau pour l'arrogance impériale. Cette victoire confirma ce que les Thermopyles, Salamine et Marathon n'avaient fait qu'annoncer. La Grèce, même divisée, pouvait résister à n'importe quel empire lorsqu'elle combattait unie. Mais les effets de cette bataille ne s'arrêtèrent pas là. Les conséquences immédiates allèrent marquer les années suivantes de l'histoire hellénique. La victoire de Platée n'appartint ni à un seul héros ni à une seule cité, mais à l'effort commun d'un peuple entier qui, en un moment rare de son histoire, mit de côté ses rivalités pour affronter un ennemi commun. Chaque cité-État impliquée apporta quelque chose d'unique à la bataille, et au final, le triomphe fut un mosaïque composé de ses contributions différentes, toutes indispensables. Sparte fut sans doute le pilier central de la résistance. Les Spartiates apportèrent la discipline et le courage devenus légendaires.
Sous la direction de Pausanias, ils formèrent le noyau le plus solide de la ligne de défense, supportant le choc le plus violent de l'avancée perse, et tenant bon jusqu'à ce que l'occasion du contre-attaque surgisse. La formation impeccable de la phalange spartiate fut la muraille qui empêcha l'effondrement au moment où la situation paraissait la plus désespérée. Ce fut grâce au calme et à la fermeté des Spartiates que la ligne centrale grecque ne céda pas et put avancer lorsque Mardonios tomba. Athènes, pour sa part, joua un rôle fondamental sur le flanc, garantissant que la formation grecque ne soit pas enveloppée. Bien que la flotte athénienne n'ait pas été décisive à Platée, les hoplites athéniens montrèrent une valeur exceptionnelle dans le combat terrestre. De nombreux récits mentionnent la vigueur avec laquelle les Athéniens résistèrent aux assauts constants et la manière dont ils aidèrent à réorganiser les lignes durant les premiers moments de chaos. Le courage athénien ce jour-là fut nourri par le désir de vengeance pour la destruction de la cité et par la fierté de montrer qu'Athènes vivait encore. Corinthe eut aussi une contribution significative. Ses troupes renforcèrent la formation et apportèrent un soutien logistique essentiel. Platée, la cité haute de la bataille, offrit non seulement des hommes mais aussi son propre territoire en sacrifice au nom de la liberté. Le nom de cette petite cité entra dans l'histoire comme le symbole d'une lutte qui dépassa ses limites géographiques. D'autres cités plus modestes, comme Mégare, Thespise et Égine, envoyèrent des contingents plus réduits mais non moins importants. Chaque homme compté dans cette armée représentait un effort collectif. Cette addition de force permit à la ligne hellénique d'être assez robuste pour supporter l'impact initial et maintenir sa cohésion au moment le plus critique. L'exploit le plus remarquable fut que toutes ces cités, habituées à se considérer comme rivales, combattirent comme si elles n'étaient qu'un seul corps. La rivalité qui autrefois alimentait des guerres internes se transforma, en ce jour, en une énergie dirigée vers un but plus grand, la défense de la liberté et de la culture hellénique. Cette victoire ne sauva pas seulement la Grèce de la conquête perse, elle laissa aussi en héritage la certitude que, unis, les Grecs étaient pratiquement invincibles. La fin de la bataille de Platée signifia bien plus que la mort d'un général ou la destruction d'une armée ennemie. Elle marqua le point final de la seconde invasion perse et un jalon définitif dans l'histoire de la Grèce. Quand les derniers bruits de combat cessèrent, le champ de bataille devint un témoignage silencieux du courage et du sacrifice qui avaient façonné le destin hellénique. Avec cette victoire, la menace perse sur la Grèce continentale fut éliminée. Sans le commandement de Mardonios et avec leurs troupes décimées, les Perses perdirent toute capacité de maintenir une position en sol grec. Les survivants s'enfuirent en désordre au-delà de l'Hellespont, et la présence perse, autrefois si dominante, disparut rapidement. La guerre, qui pendant des années avait apporté peur et destruction aux cités grecques, donnait enfin des signes de fin. Du point de vue politique, cette victoire consolida la position de Sparte comme principale puissance terrestre et renforça le prestige d'Athènes comme leader naval. Les tensions entre les deux cités, bien que tues pendant la guerre, réapparaîtraient plus tard, mais à ce moment elles partageaient la gloire. La confiance acquise à Platée ralluma la fierté grecque et nourrit un nouvel esprit d'indépendance. Sur le plan culturel, Platée eut un impact profond. Pour la première fois, l'idée d'une identité hellénique collective prit de la force. Jusqu'alors, les cités se considéraient comme des unités autonomes, mais après avoir affronté le plus grand empire du monde et en être sorties victorieuses, les Grecs commencèrent à se voir comme partie d'un tout plus vaste. Cette perception influença tout le développement culturel et politique des décennies suivantes. De plus, Platée eut des conséquences militaires directes. Avec l'ennemi affaibli, les Grecs purent planifier des offensives au-delà du continent, lançant des campagnes pour libérer les cités grecques d'Asie mineure qui restaient sous domination perse. La victoire n'acheva donc pas seulement la menace immédiate, elle ouvrit la voie à une posture offensive qui verrait les Grecs prendre le contrôle de la guerre. Les morts furent honorés et le champ de bataille devint un lieu sacré. Pendant des années, des cérémonies furent célébrées en mémoire de ceux qui avaient combattu là, rappelant aux générations suivantes que la liberté fut conquise à un prix très élevé. Platée cessa d'être seulement une cité pour devenir un symbole immortel de la résistance hellénique. Avec la destruction presque totale de l'armée perse à Platée et la mort de Mardonios, la balance du pouvoir bascula de l'autre côté. Ce qui n'avait été jusque-là qu'une guerre défensive, marquée par la résistance sur le sol grec,
commença à se transformer en guerre offensive. Les Hellènes, désormais confiants dans leurs forces, décidèrent que la meilleure façon de garantir la liberté de leur cité serait de porter la lutte directement sur les terres où l'Empire perse conservait encore son contrôle. C'est ainsi que naquit la phase la plus audacieuse des guerres médiques, la campagne destinée à libérer les cités grecques d'Asie mineure. Peu après la victoire de Platée, les forces grecques se réunirent pour organiser les prochaines actions. Athènes, dont la flotte avait été l'actrice principale à Salamine, prit naturellement la direction sur mer. Les Athéniens savaient qu'avec les Perses affaiblis sur terre, la maîtrise de la mer devenait l'objectif principal pour neutraliser définitivement l'influence perse. Cette décision se traduisit par une série d'opérations navales dans l'ensemble de la mer Égée, où les Grecs traquaient et détruisaient les bases perses et coupèrent leur route de ravitaillement. L'une des premières grandes victoires de cette nouvelle phase eut lieu lors de la bataille de Mycale, également en l'an 479 avant notre ère. Tandis que les forces terrestres triomphaient à Platée, la flotte grecque affronta et vainquit la marine perse près du mont Mycale, sur la côte de l'Asie mineure. Cette victoire mit pratiquement fin à la capacité navale perse dans la région et ouvrit la voie à la libération des cités grecques établies sur ses rivages. C'était comme si Platée trouvait un écho immédiat sur mer, produisant un double coup qui anéantit définitivement la présence militaire perse dans l'Égée. Avec l'avance en mer et la chute des bases perses, de nombreuses cités ioniennes se soulevèrent et se libérèrent de la domination étrangère. Cette vague d'insurrection fut directement soutenue par les Grecs du continent, qui occupèrent des positions jusque-là tenues par l'ennemi. La Ligue hellénique, née de la nécessité de se défendre, commença désormais à se transformer en alliance offensive, dont la portée s'étendait au-delà du territoire strictement grec. L'impact psychologique de ces victoires successives ne peut être sous-estimé. Pour la première fois depuis des années, les Grecs cessèrent de combattre avec la sensation d'être au bord de l'anéantissement et se mirent à se battre avec la confiance de ceux qui peuvent dicter le cours du conflit. Cette période marque le début d'un temps où Athènes, grâce à sa puissante flotte, allait étendre son influence et semer les graines de ce qui deviendrait plus tard l'Empire athénien. L'offensive en Asie mineure ne garantissait pas seulement la libération des cités grecques, elle redéfinissait aussi la relation entre Hellènes et Perses. Après Platée et Mycale, la peur qui dominait autrefois les Grecs laissa place à un sentiment de supériorité. La guerre ne s'acheva pas officiellement à cet instant, mais jamais plus les Perses ne représenteraient une menace aussi directe pour la Grèce que durant les années qui précédèrent ces affrontements. Les conséquences de la victoire de Platée furent profondes, non seulement du point de vue militaire et politique, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Le triomphe sur le plus grand empire de l'époque devint un symbole éternel de résistance, et la preuve qu'une société apparemment fragmentée pouvait, unie, surmonter toute adversité. Platée marqua un tournant dans la mentalité hellénique, façonnant l'auto-perception grecque pour les générations suivantes. Jusqu'à ce moment, les cités-États se voyaient avant tout comme rivales. L'identité d'un Athénien, d'un Spartiate ou d'un Corinthien primait sur l'idée plus vaste d'être simplement grec. La victoire de Platée démontra cependant que, lorsqu'ils s'unissaient autour d'un même objectif, ces peuples pouvaient affronter le plus grand empire du monde. Cette prise de conscience fit naître une notion plus claire d'esprit panhellénique, qui allait influencer la culture, la politique et les arts. Cette fierté collective se refléta aussi dans l'architecture et dans la religion. À Athènes, par exemple, des années plus tard, la reconstruction de la cité détruite par les Perses fut menée avec un zèle qui transforma l'acropole en l'un des plus grands symboles de victoire et de renouveau culturel. Les temples, les statues et les fêtes célébrèrent non seulement les divinités, mais aussi le courage humain manifesté durant les guerres médiques. Les Jeux olympiques, déjà existants, prirent une dimension encore plus grandiose, devenant non seulement des compétitions sportives, mais aussi des événements renforçant l'unité et la mémoire de cette période. D'un point de vue psychologique, la victoire de Platée effaça le sentiment d'infériorité que beaucoup de Grecs éprouvaient face à la grandeur de l'Empire perse. La peur qui domina les premières années de la guerre céda la place à une confiance presque inébranlable. Cette confiance apporta toutefois des conséquences futures. L'ascension d'Athènes et son influence croissante conduiraient des décennies plus tard à un nouveau conflit contre Sparte, la guerre du Péloponnèse. Mais à cet instant, dans l'immédiat après Platée,
Le sentiment dominant était celui de la victoire, de la fierté et de la liberté. Sur le plan artistique, poètes, dramaturges et historiens trouvèrent une inspiration inépuisable dans les combats contre les Perses. Hérodote, considéré comme le père de l'histoire, consacrerait une large part de son œuvre à relater ces événements, garantissant que la mémoire du triomphe hellénique soit préservée à jamais. Platée ne fut pas seulement une bataille, ce fut une affirmation d'identité qui allait modeler toute l'histoire de la Grèce classique. Avec la fin de la menace perse sur le continent grec après les victoires de Platée et de Mycale, la Grèce entra dans une nouvelle phase de son histoire. Cependant, la victoire apporta non seulement la gloire, mais aussi de nouveaux défis. Les cités-États, qui s'étaient unies sous la pression d'une invasion étrangère, revinrent lentement à leurs anciennes rivalités, et l'équilibre des forces commença à se reconfigurer. La guerre, qui avait servi de catalyseur à l'unité, laissa en héritage un paysage politique bien plus complexe et dynamique. Athènes fut sans conteste la cité la plus transformée par cette période. Après avoir vu sa cité réduite en cendres par les Perses, les Athéniens revinrent sur un lieu de ruine avec un esprit renouvelé. Ils rebâtirent leur ville avec grandeur, et les années suivantes marquèrent le début de ce que l'on appelle l'âge d'or d'Athènes. La flotte, décisive dans les batailles navales, devint le symbole du pouvoir de la cité, garantissant des routes sûres dans la mer Égée et projetant l'influence athénienne sur les autres cités grecques. Cette supériorité maritime et la création de la Ligue de Délos, alliance militaire d'abord destinée à tenir les Perses à distance, placèrent Athènes au centre des regards. Sparte, de son côté, demeura la puissance terrestre incontestée. Son commandement à Platée confirma sa réputation d'armée la plus disciplinée de Grèce. Cependant, à l'inverse d'Athènes, Sparte choisit de ne pas s'impliquer dans les affaires maritimes ou commerciales. Cet éloignement fit que, peu à peu, les deux cités reprirent des chemins différents, rallumant les tensions mises en sommeil durant les guerres médiques. D'autres cités grecques, comme Corinthe, Platée, Mégare et Égine, récoltèrent aussi les fruits de la victoire. Certaines prospérèrent grâce à l'essor des échanges devenus plus sûrs après l'affaiblissement perse, tandis que d'autres profitèrent du prestige acquis sur le champ de bataille pour consolider leur influence locale. Toutefois, avec l'ascension d'Athènes, la sensation d'équilibre commença à s'estomper et la rivalité pour l'hégémonie entre Athènes et Sparte devint de plus en plus évidente. Sur le plan culturel, la période qui suivit les guerres médiques vit un épanouissement artistique et intellectuel sans précédent. La fierté d'avoir vaincu le plus grand empire de l'époque inspira sculpteurs, architectes, poètes et penseurs. Ce qui avait été une peur paralysante laissa place à une confiance créatrice qui allait façonner toute la civilisation occidentale. C'est dans cette atmosphère que surgirent de grands noms comme Échille, Sophocle et plus tard Périclès, qui transformeraient Athènes en un centre de culture et de puissance. Politiquement, la Grèce ne serait plus jamais la même. L'alliance née pour affronter un ennemi commun commença à se fragmenter à mesure que les cités reprenaient leurs intérêts propres. Cette fragmentation, avec le temps, ouvrirait la voie à de nouveaux conflits internes, culminant dans la guerre du Péloponnèse après quelques décennies. Mais à cet instant, dans l'immédiat après Platée, demeurait encore un sentiment de conquête partagée, un souvenir vivant montrant que, unis, les Grecs étaient capables d'exploits extraordinaires. L'héritage de Platée dépassa largement la sphère militaire. La bataille consolida l'idée que le monde ancien avait été témoin d'un fait extraordinaire, la victoire de petits États indépendants sur la plus grande puissance impériale de leur temps. Cette conquête, en plus de changer le cours de la guerre, redéfinit la manière dont les Grecs se percevaient eux-mêmes et la façon dont ils seraient vus par les autres civilisations dans les siècles suivants. Du point de vue militaire, Platée devint un exemple classique de discipline et de stratégie, l'emportant sur la force brute. Il fut démontré que, même en infériorité numérique, une armée bien coordonnée, disposant d'un terrain favorable et d'une motivation forte, pouvait vaincre un ennemi écrasant. Cet enseignement fut étudié et admiré par les générations suivantes, influençant des concepts de guerre jusque dans les temps modernes. Politiquement, la victoire marqua le début d'une période où les cités grecques prirent un rôle plus important en Méditerranée. Les Perses, qui paraissaient auparavant invincibles, furent contraints de se contenter de leurs frontières en Asie et de repenser leur influence dans la mer Égée. Pour les Grecs, cela signifia non seulement la liberté, mais aussi la possibilité d'étendre leur propre sphère d'influence. Culturellement,
Platée laissa une marque indélébile. L'art, la littérature et la philosophie fleurirent, inspirés par la confiance nouvellement acquise. Platée devint le symbole non seulement d'une victoire militaire, mais aussi de la victoire de l'esprit libre sur la tyrannie. De nombreux festivals et cérémonies furent organisés chaque année pour commémorer le sacrifice des morts sur ce champ. La cité de Platée devint un lieu sacré, un point de mémoire pour toutes les Lades. Peut-être le plus grand héritage fut-il le renforcement de l'idée de liberté. La notion qu'un peuple petit, fragmenté et en conflit interne constant pouvait s'unir dans un moment décisif et vaincre un empire redoutable se transforma en un récit puissant qui résonnerait durant des siècles. Platée, aux côtés de Marathon, des Thermopyles et de Salamine, entra dans l'histoire non seulement comme une victoire militaire, mais comme un jalon de la résistance humaine face à l'oppression. Derrière le grand spectacle historique que fut la bataille de Platée, se trouvent des histoires moins connues, de petits détails, qui, bien qu'ils soient souvent oubliés, aident à comprendre la dimension humaine de cet affrontement. L'un des points les plus fascinants est la manière dont les Grecs, même au milieu de la tension et de la peur, maintinrent des pratiques religieuses et des rituels avant et pendant le combat. Pausanias, le commandant spartiate, était réputé pour sa dévotion aux dieux et pour ne jamais entreprendre de mouvements militaires décisifs sans consulter les présages. Durant les moments les plus tendus de la bataille, il aurait attendu des signes favorables avant d'ordonner l'avancée, même sous une pluie de flèches. Ces détails montrent combien la guerre en Grèce antique était profondément liée à la croyance en l'intervention divine. Un autre aspect curieux concerne le nombre réel de soldats. Des sources anciennes comme Hérodote évoquent des chiffres énormes, allant jusqu'à des centaines de milliers de Perses. Mais des études modernes indiquent que ces chiffres furent probablement exagérés pour souligner la grandeur de la victoire grecque. Pourtant, même avec des effectifs réduits, il est admis que les Perses dépassaient les Grecs en nombre, ce qui rend la victoire hellénique encore plus remarquable. Cette divergence de données illustre parfaitement comment l'histoire se construit aussi à partir de récits héroïques. Il existe aussi des histoires individuelles issues de ce combat. On raconte que de nombreux combattants grecs survivants furent honorés non seulement pour leur bravoure, mais aussi pour des gestes précis de courage. Des soldats de petites cités, qui isolément auraient eu peu d'impact sur le résultat de la guerre, jouèrent un rôle crucial à des moments décisifs, empêchant des percées perses ou protégeant des chefs blessés. La mémoire collective engloba cependant ces récits mineurs dans une narration plus vaste, mais dans les vestiges archéologiques, on retrouve des mentions d'offrandes faites par des familles pour célébrer le courage de leurs proches qui avaient combattu à Platée. Un autre détail marquant est la façon dont le champ de bataille fut préservé. Après la victoire, les Grecs veillèrent à maintenir une partie de la plaine comme un mémorial, où l'on ne construisait ni ne cultivait, en signe de respect pour les morts. Durant de longues années, Platée fut le théâtre de cérémonies religieuses et de festivals en l'honneur des disparus, en particulier de ceux qui s'étaient sacrifiés pour protéger la liberté de la Grèce. Cette pratique transforma la région en un symbole durable d'union et de résistance. Enfin, un fait peu rappelé est qu'après la bataille, les Grecs découvrirent dans le camp perse une quantité immense de richesses, d'armes et d'objets luxueux que les Perses avaient apportés en pensant à une victoire facile. Ces trésors furent utilisés pour financer la reconstruction des cités détruites et pour ériger des temples et des monuments, célébrant la liberté retrouvée. L'opulence perse, vue de près, servit de rappel que la guerre n'était pas seulement une dispute territoriale, mais un choc de cultures et de valeurs. Après la victoire, la cité de Platée devint un symbole vivant du sacrifice et du courage qui avait assuré la liberté de la Grèce. En mémoire des morts, un festival annuel fut institué et traversa les générations. Chaque année, les cités-États envoyèrent des représentants pour participer à ces cérémonies, un geste qui n'honorait pas seulement les disparus, mais réaffirmait aussi l'engagement envers l'Union hellénique. Le festival commençait par des processions silencieuses. Prêtres, citoyens et soldats traversèrent le champ de bataille en portant des couronnes et des offrandes pour les tombes des morts. Là, ils accomplissaient des sacrifices en l'honneur des dieux, notamment Zeus, et faisaient des libations à la mémoire des guerriers tombés. Les tombes étaient conservées comme des lieux sacrés, intouchés par le temps, rappelant que la liberté avait un prix, et que cette terre avait été irriguée du sang de nombreux hommes. Avec les années, ce festival devint aussi une célébration culturelle. Jeux sportifs et concours poétiques
était organisée en hommage à la victoire, réunissant sport, art et religion dans un même événement. Les jeunes étaient encouragés à y participer, afin de maintenir vivante la mémoire et l'exemple de courage laissé par les combattants de Platée. Ces cérémonies n'avaient pas seulement un caractère commémoratif, elles constituaient aussi un outil politique et éducatif, rappelant aux nouvelles générations que la division entre cités pouvait être fatale et que seule l'union protégeait la Grèce des menaces extérieures. Pendant des siècles, ces célébrations contribuèrent à maintenir la flamme de l'identité hellénique, même quand les rivalités internes refirent surface. Aujourd'hui encore, la bataille de Platée est rappelée non seulement comme la fin des guerres médiques, mais comme un jalon de l'histoire de la liberté et de la résistance. Ce champ, où des milliers de vies furent perdues, se transforma en symbole éternel que le courage collectif est capable de vaincre des forces apparemment invincibles. Ainsi, la mémoire de Platée continua d'échoir longtemps après la fin de la guerre comme un appel au courage, à l'union et à la persévérance.